Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Ben bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Tommy Auger est avec moi, Jean Saint-Pierre à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Hey, bonjour. Tommy, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui, hier le soleil a percé juste à temps pour le point de presse de Jean d'Amour en fin de journée. C'est moi avec mon Kodak qui était bien content de pas être dans la pluie. Oui, c'est ça. Quand même, c'est quand même une tournée là. Il y avait une douzaine de consultes, de gens des ambassades là, représentant 11 pays différents. Israël, Belgique, Suisse, France, États-Unis, Union européenne. L'Union européenne, les États-Unis, quand même des gros joueurs économiques de la province. Ouais. C'est sûr que ça apporte pas des contrats à court terme là pour cette île, mais les espoirs sont permis là. Puis surtout les gens qui y ont participé, dont le maire Régent Porlier. Sort très positif de ça. On va en écouter des extraits du point de presse en fin de journée hier au port de cette île à l'extérieur. Jean d'Amour, ministre de la stratégie maritime, qui accompagnait la délégation de diplomates qui a réalisé une visite à cette île. De même que Régent Porlier, le maire, qui a suivi, bien sûr, qui a accompagné cette délégation, qui est arrivé, je pense, vers 11 heures, qui a quitté vers 18 heures. Donc, une bonne partie de la journée à cette île, à visiter nos installations et à regarder avec quelle entreprise dans ces pays-là on peut converger et faire des affaires. Mais avant ça, on a une entrevue avec Charles Paquette. Je suis très content d'avoir réussi à le rejoindre. C'était assez difficile depuis le début de la semaine de parler à quelqu'un qui a un cellulaire au Mexique. Là, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des zones. Peut-être qu'il y a des zones où le cellulaire rentre pas bien. Il est à Cozumel au Mexique et c'est le championnat du monde de triathlon présentement. Il compétitionne toujours chez les juniors. Notre athlète de Port-Cartier, Charles Paquette, c'est un champion. Il est champion panaméricain et là, le championnat du monde de triathlon, ben c'est sa dernière occasion là à 18 ans dans sa catégorie junior. Tout change pour lui l'an prochain. Il devient U23. Les moins de 23 ans, ben là, c'est vraiment les distances olympiques là, pour la natation, la course, le vélo pour les triathlons. Ça fait que ça change pas mal la donne. Mais il a déjà très bien performé dans certaines compétitions là plus vieilles que lui, donc je m'inquiète pas pour son changement, mais et j'espère qu'il terminera son année en force. Oui, ce qu'il nous dit dans l'entrevue que j'ai enregistrée un petit peu plus tôt ce matin, c'est qu'il rêve vraiment des Olympiques pour 2020 et d'une médaille pour demain au championnat du monde au Mexique. Charles Paquette, l'athlète de Port-Cartier avec nous vers 12h15. C'est vers 12h25 qu'on vous propose des extraits de la conférence de presse du ministre Jean d'Amour et du maire de cette île, Régent Porlier. Ensuite de ça, vers 12h35, on reçoit Pascal Malenfant, l'agente culturelle de la ville de cette île, avec qui on va parler de la programmation des Journées de la culture. Tout a été confirmé demain pour cette programmation. Elle est disponible d'ailleurs sur le site internet de la ville, je pense. L'agente culturelle va nous parler aussi de l'entente culturelle Cette île Québec-Alouette, une entente unique là négocié par la ville de cette île avec le gouvernement et la compagnie Alouette qui permet des investissements dans beaucoup de projets culturels. Et puis, en fin d'émission, on parle de karaté. Il y en a beaucoup des instituts de karaté à cette île. Une 4e qui ouvre à cette île. Il y a différents types de karaté. Celui-là, c'est l'Institut de karaté Shotokan. Marco Coulombe, très bien connu, là, autant pour son métier que ses performances en karaté. Il nous a ramené plusieurs honneurs là, dans les dernières années dans sa carrière de karatéka. Et là, il ouvre une nouvelle institut de karaté à cette île. 3 lieux différents, 3 volets différents à cet institut. Est-ce que c'est trop 4 à cette île? Pourquoi avoir décidé, lui qui était déjà dans un autre institut, pourquoi avoir décidé de se lancer dans sa propre affaire? Donc, on aura plusieurs questions à lui poser, mais je pense que le fait que les Jeux olympiques auront la discipline de karaté en 2020, ça joue pas mal dans la balance. Bon, Marco Coulombe sera avec nous en direct. C'est un chiropraticien. On pourrait lui demander de t'arranger ton mal de dos en même temps, non? Non, c'est pas pire. On va l'endurer, c'est ça. Et avant cette série d'entrevues à notre émission Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale.
Actualité Pure FM. Mais d'abord, il y a le chef du conseil de bande d'Ouachat Macmaliotenam, Mike McKenzie, qui ne pourra pas subir son enquête préliminaire avant février 2017. Il fait face à des accusations d'agression sexuelle sur une mineure. La défense a déposé hier une demande pour que la poursuite, pour que les procédures se déroulent rapidement. Comme la victime est enceinte, le dossier ne pourra pas avancer avant quelques mois. Selon le certificat médical déposé par la couronne, la plaignante ne sera pas apte à se présenter en cours avant février 2017. L'avocat du chef du conseil de bande ITOUM, maître Jean-Luc Desmarais, a rappelé que son client occupe un poste public et souhaite faire avancer le dossier rapidement. La Cour a finalement fixé la date de l'enquête préliminaire au 17 février 2017. Le procureur de la couronne a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec cette date qui tombe 2 jours après l'accouchement prévu de la plaignante. Il a fait appel au gros bon sens de la juge, qui a tout de même choisi de maintenir sa décision en fonction de l'information contenue dans l'avis médical. La compagnie mine de fer Champion réalise une étude de faisabilité en vue de relancer les activités au lac Bloom. L'étude vise à préciser les coûts reliés à la relance. Champion recherche des moyens de réduire les coûts d'exploitation alors que le fer se transige à 57 $ la tonne présentement. La compagnie minière a les fonds pour entretenir les installations pendant 24 mois grâce à l'implication du gouvernement du Québec jusqu'à 36 % dans Mine de fer Québec, partenaire du projet. Champion Iron Mine s'est porté acquéreur en avril des installations de Cliffs Natural Resources pour 10,5 millions de dollars. Une quarantaine de travailleurs ont été embauchés pour l'entretien de la mine près de Fermont. Les résultats de l'étude sont attendus au début de 2017. Le ministre de la Stratégie maritime, Jean Damour, accompagnait à cette île hier une douzaine de consuls et ambassadeurs représentant plusieurs pays. Ils ont visité le quai multi-usagé, l'ensemble des installations portuaires. Le gouvernement du Québec souhaite favoriser la création de partenariats d'affaires, de recherche et de développement dans divers secteurs entre les entreprises et institutions de cette île et des entreprises de l'extérieur. Le ministre Jean Damour est convaincu que la démarche sera gagnante pour la Côte-Nord. Moi, je suis très heureux d'avoir rencontré des gens d'autres pays, des représentants, consuls, ambassadeurs, délégués commerciaux seniors, mais ces gens-là sont chargés par la suite d'intéresser des investisseurs à notre communauté. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des pourparlers, ce sont des échanges, ce sont des relations que nous approfondissons. Selon le maire et le ministre, les visiteurs d'hier ont été impressionnés par la qualité des infrastructures portuaires à cette île. Le maire Régent Porlier croit que ce genre d'activité va finir par rapporter chez nous. Les grandes stratégies, là, qu'il s'agisse de la stratégie maritime, stratégie du plan Nord, les gens ont tendance à dire, c'est beau la stratégie, mais qu'est-ce que ça donne? Si on pense juste au plan Nord, la Pointe-Noire, moi quand je suis arrivé en poste, là, la Pointe-Noire, c'était le dossier. Aujourd'hui, il est réglé. Là, on a un outil clairement dans nos poches pour pouvoir passer développement économique. Stratégie maritime, je vois un petit peu la même chose. La visite du corps diplomatique sur le territoire de la stratégie maritime a fait seulement 4 escales, soit Montréal, Rimouski, les îles de la Madeleine et Sept-Îles. Les diplomates provenaient de 11 pays différents. Le Fonds de développement des territoires de la MRC de Sept-Rivières a permis des investissements de plus de 876 000 $. La MRC a hérité de nouvelles compétences du ministère des Affaires municipales du gouvernement du Québec après l'abolition de la conférence des élus. La MRC, qui regroupe les villes de Sept-Îles et Port-Cartier, a disposé de 1,3 million de dollars en 1 an pour différents projets structurants. Elle a financé en partie les 2 corporations de développement économique, l'Éco-Patrouille et le transport collectif, ainsi que plusieurs projets, notamment auprès de la station de ski Galix, du comptoir alimentaire de Sept-Îles et de la maison de la famille de Port-Cartier. La MRC de Sept-Rivières dispose encore de 1,3 million de dollars pour l'année en cours. Et puis le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs mène une consultation jusqu'au 8 octobre sur le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel de la Côte-Nord. Les usagers du territoire public peuvent prendre connaissance de tous les travaux prévus en forêt au cours des 2 prochaines années. Le plan forestier est disponible au bureau de Sept-Îles
domicile du ministère des Forêts ou sur le site Internet du gouvernement du Québec. Voilà, ça complète ces actualités régionales. Le champion canadien junior de triathlon se trouve actuellement au Mexique, Charles Paquette de Port-Cartier. J'ai pu lui parler ce matin. Il est aussi champion panaméricain, bel espoir de médaille au championnat du monde de triathlon. Sa compétition a lieu demain. Je me suis entretenu avec Charles Paquette ce matin. On vous propose l'entrevue dans quelques instants. Attitude. C'est le temps de passer à autre chose. Le temps de passer d'une connexion lente à un Internet ultra rapide. De « c'est à mon tour d'avoir la télécommande » à « avec TiVo, je peux enregistrer jusqu'à 6 émissions HD en même temps. » Le temps de passer de « j'ai jamais voulu ça, ces chaînes-là » à « je vais prendre celle-là. Oh, et pourquoi pas celle-là? » Passez à l'Internet Ultra Fibre 40, au forfait télé Mon Mix 20 et à l'enregistreur TiVo. Le tout pour seulement 65 $ par mois pendant 6 mois. Des conditions s'appliquent. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Qu'obtenez-vous lorsque votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram décide de faire une liquidation? Vous obtenez des offres formidables sur la Dodge Grand Caravan, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays. De plus, vous obtenez 30% de rabais sur le PDSF de certains modèles sélectionnés en inventaire. Mais ne perdez pas de temps, car les quantités sont limitées. Et à 30% de rabais, ça ne durera pas éternellement. 30% de rabais sur le PDSF des modèles Dodge Grand Caravan 2016 sélectionnés, c'est jusqu'au 30 septembre. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Je m'entretiens avec Charles Paquette, notre champion panaméricain, champion canadien de triathlon chez les juniors. Et il est actuellement au Mexique où il va participer demain en fin d'après-midi là au championnat du monde dans sa catégorie. Charles Paquette, bonjour. Bonjour. Alors Charles, c'est une belle place. Tu te trouves actuellement, la ville, ça s'appelle Cozumel au Mexique où ce que tu es actuellement, hein? Oui, exact. C'est juste une île en face de Playa del Carmen. Donc c'est une petite île. C'est super beau, très chaud et très humide aussi. Arrête donc, c'est pas nécessairement des super bonnes conditions, ça, pour faire du triathlon demain, là? Pas vraiment, mais bon, je suis allé me préparer en Floride 9 jours avant l'arrivée ici, donc je crois que je vais être prêt pour affronter la chaleur et l'humidité. Oui, je pense que c'est souvent ce qu'on doit faire hein, en triathlon quand on est rendu au niveau international. Des fois, on se ramasse dans des endroits où il fait très, très chaud quand on arrive à la course à pied, entre autres. Oui, exact. En plus, c'est 1 heure l'épreuve, donc il faut boire de l'eau beaucoup. S'hydrater, ça va être vraiment le gros facteur, là, en fait, même, je crois, la chaleur et l'humidité. Je pense que c'est une compétition très importante pour toi, là. C'est un peu ta dernière occasion parce que tu changes de groupe d'âge après ça, là. Tu as 18 ans présentement. Les prochaines compétitions, ça devrait être chez les moins de 23 ans. Ça change pas mal la donne, ça. Oui, exact. Ça relève le niveau un peu. Puis l'an prochain, je vais aussi faire des courses plus de distance olympique. Donc, c'est le double de la distance. Donc, ça va être du niveau. J'ai bien hâte. Puis cette année, je vais en profiter. Puis c'est ma dernière année junior. Donc, j'en profite pour essayer de faire la meilleure performance possible. Oui, toutes les distances doubles pour toi, tant pour la natation, le vélo que la course à pied, c'est ça, un triathlon. Pour l'instant, là, j'aimerais ça qu'on revienne sur tes dernières compétitions. Un été assez occupé en juillet du côté des États-Unis, du côté d'Ottawa. C'est là où tu t'es qualifié finalement. Des belles performances, des belles victoires au cours de l'été pour toi, là. Ouais, ça fait du bien un peu d'avoir des victoires. Ça faisait longtemps que j'avais pas gagné des courses. Bon, j'ai eu des super courses en Floride et en Europe, puis c'est vraiment le fun. Et je crois que c'est là que j'ai le plus appris vraiment. Par exemple, là, c'était vraiment des courses relevées, puis à Des Moines, puis à Ottawa, je crois que l'expérience que j'ai pris en Europe a juste vraiment payé. Puis c'était super, j'étais vraiment en bonne forme cet été, puis en espérant que ça allait aussi bien en fait. C'est 3 gros sports, 3 sports différents quand même, la natation, le vélo et la course à pied. Ta force, c'est surtout la course. Des fois, la natation, c'est un peu plus difficile, comme ça a été le cas à Ottawa? Ouais, c'est les deux, disons qu'à Ottawa et Montréal, j'ai pas eu des très bonnes natations. D'habitude, je réussis à m'en sortir assez bien dans les 3 sports, mais bon, je crois que je suis en meilleure forme pour demain, puis je vais être capable de nager assez vite, là. Est-ce que tu peux nous donner ta stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour une compétition de haut niveau comme au Mexique demain, là?
là. Faut se garder de l'énergie pour la fin, c'est ça le truc en triathlon? Ouais, exact. En fait, surtout qu'avec la chaleur comme ça, disons que l'énergie est très précieuse. On s'entend que tu peux pas trop dépenser l'énergie au vélo, puis arriver à la course à pied. Si tu arrives à la course à pied, ça marche pas plus. Donc, ça va vraiment de s'économiser, boire de l'eau beaucoup tout le long. Ça va pas s'arroser avec de l'eau pour essayer de rester plus froid. Je pense que ça va être vraiment ça la stratégie à suivre pour la course. Est-ce qu'on se préoccupe de ses adversaires dans un triathlon ou c'est comme un défi personnel, là? Il faut se surpasser, peu importe ce que les autres font, quoi? Ben, je crois que oui, on essaie de battre les autres et tout, mais il faut quand même que après la course, je regarde ma performance générale que j'ai faite, puis si j'ai fait de mon mieux, je vais être fier de moi, je vais être content de ma performance, peu importe, mais c'est sûr que c'est toujours d'être le premier qui compte, là, qui est vraiment important, mais bon, j'essaie de plus de me fier sur ma performance personnelle, comme ça, il y a moins de déception un peu. Parce que tes adversaires, c'est les meilleurs au monde, là, t'en fais partie quand même, Charles, mais c'est quand même du haut calibre, là, ce qu'on va vivre. Est-ce que ça demande, c'est aussi impliquant physiquement que mentalement, finalement, hein? Il faut être prêt mentalement aussi pour une grosse compétition. Ouais, exact. Puis, dans le fond, je crois que j'essaie de prendre ça comme si c'était une course comme les autres, puis je me dis que je suis prêt, puis j'ai coursé contre des plus haut calibre que ça, donc je suis capable de suivre le rythme, puis ça devrait bien aller. Charles, nous à la radio, un peu partout là dans les journaux, dans la région, on te suit depuis 2012 quand même. Ta progression a été régulière, parfois impressionnante. On a parlé à ton coach à quelques reprises aussi, Christian Lepage. Comment tu l'expliques ton succès en triathlon là? Je pense qu'on a des bons coachs à Port-Cartier, ça aide un petit peu, hein? Ouais, mais mon succès, comment je l'explique, c'est une bonne question. Je crois que vraiment la clé de mon succès, je crois que c'est que j'ai du plaisir à chaque jour, puis que je m'entraîne, puis je m'amuse dans le fond. Pour moi, c'est pas vraiment un travail, peu importe. Là, j'ai du plaisir, puis je crois que je vais essayer de garder ça comme ça. C'est vraiment la clé du succès, je crois. Et 2016, c'était vraiment une grosse année. Comme tu l'as dit, en début d'année, tu es allé en Europe, aux États-Unis, à Ottawa, un peu partout. C'est une année faste pour toi. T'as pas eu le temps de venir à Port-Cartier ben souvent cet été, là? Non, j'ai seulement passé une semaine à Port-Cartier cet été, puis ouais, j'ai voyagé beaucoup cette année. Plugué au mois de mars, ensuite l'Europe, ensuite directement en revenant de l'Europe une semaine après, j'étais rendu aux États-Unis, donc ça fait beaucoup de voyagements, c'est assez fatigant, mais bon, là, je me suis reposé un peu après triathlon de Montréal, puis je crois être en bonne forme, mais ouais, c'est assez chargé comme année. Bon, j'ai vraiment aimé ça, tous les voyages, puis les compétitions que j'ai faites cette année, j'ai pris beaucoup d'expérience, surtout en Europe, c'était vraiment plaisant. Et là, actuellement, tu es au Mexique, c'est le championnat du monde. Il y a aussi les adultes. En fait, c'est dans toute catégorie ce qui se passe. Dans ton cas, la compétition a lieu demain en fin d'après-midi chez les juniors. Est-ce que tu as des objectifs précis pour cette compétition? On veut toujours être le premier sur le podium quand même. Ouais, exact. C'est sûr que je me mets sur une ligne de départ pour gagner, mais ouais, je serais content avec un podium, mais bon, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Les adversaires en junior, c'est vraiment, on sait rare qu'on course un contre l'autre, puis des fois, les juniors, même, il y a des progressions comme qu'on s'y attend vraiment pas, donc bon, je vise un podium, mais bon, on verra ce qui arrive demain. Et pour la suite des choses après ça, tu vas changer de catégorie. Est-ce que ça veut dire qu'on va entendre un petit peu moins parler de toi pendant un an ou deux, le temps que tu t'ajustes aux nouvelles distances, au nouveau parcours finalement? Je sais pas, on va voir. Bon, ça va dépendre surtout de quelles compétitions que je participe, mais je crois que je vais être encore là, puis essayer de donner des bonnes performances encore. Pourquoi pas les Olympiques dans 4 ans, là? Est-ce que c'est quelque chose que tu vises, les Olympiques, un jour? On te voit là, nous autres, en région, là. C'est sûr que c'est peut-être quelque chose que j'ai en tête. 2020, serait une année assez bonne pour moi. Bon, il y a beaucoup de bons Canadiens qui vont essayer de viser, je pense, cette année-là, mais j'ai des chances, puis il y a beaucoup de travail d'ici là, mais on va essayer de travailler pour performer en 2020. Donc, ça serait possible pour toi, les Olympiques en 2020, peut-être même 2024 aussi. Les triathlètes, on atteint son pic, quoi, à 26-27 ans dans tes disciplines, là? Ouais, environ, là, j'ai 26, 27, 28 ans. On est encore très performant en triathlon, là. Ben, on va te souhaiter une bonne chance pour demain. Je pense que les gens de Port-Cartier, de toute la Côte-Nord, vont suivre de proche les résultats. Est-ce qu'on peut suivre ça sur Internet, là? Comment on fait pour savoir en direct? On peut-tu voir ça à TV quelque part? Je crois pas qu'il va y avoir des diffusions en direct pour mon triathlon, mais bon, il va y avoir sûrement les temps et en direct qui vont être diffusés sur le site de l'ITU. Bon, ben on va te surveiller sur ton site Facebook que tu as créé il n'y a pas si long là, pour que les gens de la Côte
Côte-Nord puisse te suivre. Charles, un gros merci, Charles. Bonne chance pour la compétition demain. On s'en reparle pas longtemps après ta compétition. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Pour vous présenter une offre jamais vue, Nissan a voulu faire quelque chose de jamais entendu. Si tu possèdes une Honda, tape des mains. Si tu conduis une Hyundai, frappe des pieds. Si tu roules en Toyota et que tu veux 2000$, si tu veux un beau rabais, pense chez Nissan. Oh wow, bravo! Que vous soyez propriétaire d'une Honda, Toyota, Hyundai ou Nissan, obtenez jusqu'à 2000$ de rabais supplémentaires applicables au financement ou à la location des modèles Nissan 2016 sélectionnés. Certaines conditions s'appliquent. Passez chez Nissan pour les détails. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pur FM 94. jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Tommy, on va revenir sur la mission, une mission quand même pour faire connaître le Québec maritime. Il y avait une importante délégation, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ils ont fait seulement... Nous, on les a pas vus, là. Non, on les a pas vus finalement. On les a attendus longtemps, par exemple. Ok, oui. Pourtant, ils ont été chanceux sur la température. Nous, le point de presse était prévu, à 5h30 au port de Sept-Îles. Ça s'est fait à l'extérieur parce que le soleil venait juste de percer. On a eu droit à des beaux couchers de soleil par après. Mais la délégation avait comme un horaire à respecter au niveau des vols, là, des avions. Quand même 11 pays représentés. Ils n'ont fait que 4 escales. La seule escale sur la Côte-Nord, c'était Sept-Îles. Je pense que ça a amené de la critique du côté de Bécomo. Là, on aurait aimé ça les voir aussi, ces gens-là. Donc, une belle délégation. C'était une initiative des deux gouvernements. Dans le cadre de cette visite du territoire de la stratégie maritime a été organisée en partie par la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Christine Saint-Pierre, pas parent avec moi. Je pensais qu'elle serait à Sept-Îles hier, mais finalement, elle s'est désistée à la dernière minute. Je pense qu'elle avait d'autres choses. Ouais, elle avait un voyage à l'international. Le ministre délégué aux affaires maritimes, Jean Damour, y était. Le maire de Sept-Îles aussi, lors du point de presse. Donc, on a visité les installations portuaires de Sept-Îles surtout. On a aussi trouvé le quai, là, le nouveau terminal. C'est vrai que c'est impressionnant, le quai multi-usagé, ça a jamais servi. Il n'y a pas de rouille là-dessus, c'est flambant neuf. C'est ça. Tout ce qu'on a du côté de Pointe-Noire, là, c'est quand même des installations assez impressionnantes. On va écouter d'abord Jean Damour, le ministre des Affaires maritimes, un extrait du point de presse d'hier au port de Sept-Îles. Évidemment, à Sept-Îles, on en a profité pour discuter avec les ambassadeurs, les consuls, les délégués commerciaux de l'ensemble de nos infrastructures portuaires du Nord, que ce soit Port-Cartier, Bécomo. Alors, tous ces éléments ont été abordés. Évidemment, il y a des discussions qui sont porteuses pour l'avenir, notamment en matière de recherche avec l'Israël. La Belgique a démontré beaucoup d'intérêt, les États-Unis. Bref, pour le Québec, ce fut un événement, je pense, gagnant-gagnant. Gagnant pour le Québec, gagnant pour les autres communautés. Ça m'a permis de mettre en évidence le fait que le Québec, bien sûr, a une stratégie maritime, mais a de l'argent pour investir. Alors, on a invité des entreprises à s'installer au Québec parce qu'on a 300 millions pour les soutenir dans leurs projets. On a 200 millions pour développer nos infrastructures. On a 300 millions de dollars pour développer l'industrie de la logistique, non seulement à Montréal, mais aussi dans les régions. Nous avons, à ce moment-ci, un cadre financier de 1,5 milliard pour investir dans le secteur maritime. Sept-Îles, c'est une terre d'accueil sur le plan du développement, un développement de calibre international, il faut le dire. Moi, je suis très impressionné, je suis très heureux que mon gouvernement ait décidé d'investir dans l'acquisition du secteur de Pointe-Noire. C'est un investissement de l'ordre de 70 millions de dollars qui va nous permettre au cours des prochaines semaines, dès les prochaines semaines, de travailler de concert avec des promoteurs, des investisseurs. Prochaines semaines, prochains mois, on parle de création d'emplois. Moi, je tiens à souligner le dynamisme de l'administration portuaire de Sept-Îles. Les gens ont été très impressionnés aujourd'hui, mais vraiment très impressionnés, notamment le quai multi-usagé. On est allé jusqu'au bout. Alors, on a questionné sur le plan technique. Ça fait partie des possibilités majeures en termes de développement. La Côte-Nord est drôlement bien positionnée. Dans la stratégie maritime, Sept-Îles a toute sa place et je suis convaincu que Sept-Îles va prendre sa place avec la collaboration du gouvernement. J'ai assuré, Monsieur le maire, aujourd'hui de notre collaboration. Il n'y a pas de raison pour qu'au moment d'un dépôt d'un projet complet que le gouvernement
gouvernement prenne plus que 2 mois pour donner sa réponse. Alors, on a de l'argent pour investir, on a des gens engagés dans leur développement régional, on a des consuls, des ambassadeurs qui viennent nous dire qu'ils sont intéressés à investir au Québec. Ça tombe bien. On a Sept-Îles à développer, on a Bécomo à développer, on a Port-Cartier à développer et on a un plan Nord qui est actif, qui est sur le sentier du développement. Moi, Sept-Îles, je pense que, un peu comme je disais à Trois-Rivières il y a quelques jours, je pense que je vais me prendre un logement bientôt. Alors, pour moi, c'est une priorité. Sur la Côte-Nord, je vais vous dire que l'entente de libre-échange avec l'Union européenne, je vais vous dire que la consul de l'Union européenne s'est exprimée en disant haut et fort son intérêt. Alors, pour moi, c'est rassurant. La représentante des États-Unis s'est également manifestée concernant le plan Nord et le déploiement de la stratégie maritime. Maintenant, est-ce que demain matin, il y aura une signature? La réponse est non. Mais est-ce qu'on a semé pour récolter plus tard? J'en suis convaincu. Oui. C'est gagnant pour le Québec de parler de la Côte-Nord. C'est gagnant pour le Québec de mettre en évidence ces infrastructures qui ne demandent qu'à être développées. On a des espaces avec une capacité portante exceptionnelle. Et comme gouvernement, j'ose me répéter, je vais m'auto-citer, comme disait un de mes collègues célèbres, je vais m'auto-citer. Nous avons de l'argent pour investir. Pas dans 10 ans. Maintenant, nos enveloppes, au moment où on les annonce, elles sont disponibles. Il y a un pays que j'ai eu l'occasion de visiter il y a un peu plus d'1 an. Ben, vous savez quoi? J'ai appris aujourd'hui, ce matin, que 11 entreprises de ce pays seront ici au Québec au cours des prochaines semaines. Ça, c'est des retombées. Parce que le but ultime dans tout ça, moi, je suis très heureux d'avoir rencontré vis-à-vis des gens d'autres pays, des représentants, consuls, ambassadeurs, délégués commerciaux seniors, mais ces gens-là sont chargés par la suite d'intéresser des investisseurs à notre communauté. C'est comme ça que ça se passe. Alors, concrètement, on peut appeler ça des retombées maintenant, mais ce sont des pourparlers, ce sont des échanges, ce sont des relations que nous approfondissons dans le temps. La stratégie maritime a été au cœur des discussions à travers les régions de façon très intense au cours des 3 derniers jours. Ils étaient 11 là autour de la table, ils se sont tous exprimés fort positivement. Vous savez, lors d'une conclusion d'une mission comme celle-là, on échange sur l'ensemble, on revient sur leurs préoccupations, on revient sur les avantages concurrentiels du Québec et on a convenu unanimement d'une chose, c'est qu'on allait se reparler très bientôt, qu'on allait se revoir. C'est très positif. Jean D'Amour qui part de cette île avec une note positive comme ça. Il va revenir assez vite, hein, Tommy? Oui. Je pense que la zone portuaire, là, les fameuses zones industrialo-portuaires, il y en aura 16 au Québec. Puis je pense que cette île, ça va être la 16e à signer le contrat. Il y en reste juste 2. Il disait qu'il manquait quelques petites signatures, quelques petites discussions, mais qu'il allait revenir très, très bientôt. Pour des formalités administratives. Ouais. Le maire, lui, il nous a promis une annonce le 26 septembre prochain. Hein? On sait pas qu'est-ce qui va être annoncé. En entrepreneuriat, j'imagine. Bon, hier, il était présent au point de presse. On lui demandait beaucoup. C'est ce qu'on cherchait, nous, comme journalistes. Écoute, là, qu'est-ce qu'il y a de concret là, à annoncer aujourd'hui? Là? Il y avait 11 pays représentés, une délégation, des ambassadeurs, des diplomates. Il y a eu des annonces. Il n'y en a pas du concret des annonces là. Mais M. le maire nous en a promis une pour le 26 septembre prochain. On sait pas encore qu'est-ce qui va être annoncé le 26 septembre. Là aussi, il reste quelques fils à attacher, semble-t-il. Mais on sera présent sans doute s'il y a une conférence de presse le 26 septembre. Hier, on a d'abord demandé au maire Régent Porlier là, pour faire le bilan de cette visite des diplomates à cette île. On lui a demandé, parce que la gang de diplomates, il y avait un avion à prendre, ils sont pas venus nous voir, ils parlaient tous français, c'est de valeur. On aurait pu interviewer quelques-uns puis jaser un petit peu de leur impression. Mais on a demandé au maire quels ont été justement les feedbacks ou les commentaires de ces diplomates de plusieurs pays de passage chez nous. On écoute Régent Porlier. J'ai entendu impressionné. Le mot impressionné est revenu, là, les installations qu'on a ici. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un débarque ici, va sur le bout du quai, comme l'ont fait différents ministres. À toutes les fois, c'est la même réaction. C'est impressionnant, les infrastructures qu'on a ici à cette île. Il y a un potentiel qui est fort et je pense que les gens vont retourner chez eux avec ces images-là. Il n'y a pas un investisseur étranger qui va se présenter sur le quai multi-usager à cette île et qui va pas être impressionné. Dans l'industrie maritime, là, et on en a vu quelques infrastructures depuis 2 ans, que ce soit ici ou ailleurs, ça figure aux premières loges de ce que j'ai vu de plus intéressant, de plus porteur pour une communauté. Vous savez, les grandes stratégies, là, que c'est juste la stratégie maritime, stratégie du plan Nord, les gens ont tendance à dire, c'est beau la stratégie, mais qu'est-ce que ça donne? Le plan Nord, là, si on pense juste au plan Nord, la Pointe-Noire, moi quand je suis arrivé en poste, là, la Pointe-Noire, c'était le dossier, c'était ce qui bloquait notre développement économique. Aujourd'hui, là, il est réglé, il est en voie de se régler. C'est réglé si on veut pour l'acquisition. Maintenant, il reste à développer tout ça. Mais là, on a un outil clairement dans nos poches pour pouvoir passer le développement économique de façon intéressante. C'est un des outils, mais c'en est un qui est drôlement important. Stratégie maritime, je vois un petit peu la même chose. Ça fait pas des années que ça roule, tout ça, ça vient d'être mis en branle. C'est sûr
que des expériences passées, des fois, on peut douter de ce qu'il y aura. Puis moi, je mesure avec les réalisations. Et ce que j'entends aujourd'hui et ce que je vois, je pense que ça va servir de bougie pour le reste. C'est-à-dire, quand je vois des gens d'autres pays qui disent impressionnés par ce qu'ils voient, moi, le potentiel, j'en ai jamais douté. Cette île, on est stratégiquement très bien placé. On a des infrastructures, comme le ministre le disait, de niveau international, mondial. Maintenant, il faut que les gens qui ont des ambitions, qui ont des projets, voient ça. Donc, que ces gens-là d'un peu partout, quand même, on parlait d'Espagne, Portugal, on parlait des États-Unis, que ces gens-là débarquent ici, bravo. Je vous le dis, sur le bout du quai, là, tout à l'heure, quand on était en train de regarder ces infrastructures-là, les gens étaient impressionnés et voyaient, je suis convaincu, dans leur tête, le potentiel de tout ça. Vous posiez la question tantôt, est-ce qu'on a des investissements le lendemain? Non. C'est clair, les gens viennent voir. J'avais rencontré le consul d'Israël il y a quelques mois au gala des jeunes chambres, du réseau des jeunes chambres de commerce, puis il me disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous autres, suite à un discours que j'avais prononcé là-bas. Je lui disais, il faut que tu viennes sur le terrain. Il faut que tu viennes voir qu'est-ce qu'on a chez nous. Et à partir de ce moment-là, on se fera une idée de quelle pourrait être ta contribution, mais je t'inventerai pas des choses. Viens sur le terrain. Il était là aujourd'hui. Moi, je suis bien heureux de la visite. Honnêtement, là, j'ai pas d'attente qu'on sorte d'ici aujourd'hui avec du concret dans nos poches, mais les morceaux se placent un à un. C'est ça que je vois, moi. Avec le plan Nord comme avec la stratégie maritime, ça me semble être du sérieux. Et du côté du plan Nord, on voit des résultats déjà. Moi, je n'ai aucun doute. La stratégie est en train de se mettre en place. Le ministre le dit, j'ai de l'argent, ne manque que des projets. C'est à nous maintenant d'accrocher des projets porteurs pour la ville de Sept-Îles. Stratégie maritime, là, il y a plusieurs axes. Hein. Le tourisme en est un, par exemple. Ici, là, ça nous prend un bâtiment pour accueillir les croisiéristes. Ça fait longtemps qu'on en parle. Le ministre, aujourd'hui, nous disait qu'il était conscient de ça. Il a travaillé sur celui de Montréal, celui de Québec, puis il comprend notre besoin, puis il me dit, préparez le dossier. Donc ça, c'est une des choses, un des volets. Mais tout le reste, il y avait des gens aujourd'hui qui étaient là pour les pêches. Donc, plusieurs pays, plusieurs besoins différents, très différents. Qu'est-ce qui en ressortira, là? Mais je suis convaincu que tout ça va commencer à se parler de plus en plus. Donc, de dire, regarde, cette île, là, il y a des choses intéressantes. Attitude. Ben voyons donc, Germaine! Samedi le 17 septembre au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier. Une comédie écrite et interprétée par Janie Fortin et Pierre Lainesse, anciennement de Port-Cartier. Partageons l'insécurité de Germaine et d'Albert qui se préparent à vivre une nouvelle vie, celle des retraités. Se laisseront-ils influencer par les autres personnages? Changeront-ils leur vision du bonheur à deux? Venez voir ces deux anciens Port-Cartois sur la scène du graffiti. Une collaboration de Lorraine Richard, députée de Duplessis. Billetterie au 766-0101. Pure musique. Allô, c'est Daniel. Savez-vous ce que j'aime de mon travail à la radio? C'est pouvoir vous informer de ce qui se passe chez nous. Vous parler de sujets qui, je pense, pourraient vous intéresser et vous faire entendre de la bonne musique. En plus, je vous propose plusieurs chroniques. Les anniversaires du jour, les nouveaux-nés de la semaine, en bref chez nous. On se donne rendez-vous à Pure Musique AM, lundi au vendredi, de 9h à midi. Pure FM 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, la ville a rendu public hier les activités. On a dévoilé la programmation des Journées de la culture. Ça fait maintenant 20 ans qu'on fête ça, les Journées de la culture. Je pense que Sept-Îles était là dès le début, là, dès la première proposition d'organiser des choses à travers le Québec. On va en parler avec l'agente culturelle à la ville de Sept-Îles, Pascal Malenfant. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Pascal? Oui, ça va bien. Oui, une grosse rentrée du côté culturel, hein, avec Sept-Îles en mots, puis plein de choses. Il me semble qu'on ne doit pas manquer d'ouvrages au département de la culture. Non, ça a commencé vraiment en force avec le symposium à l'été, puis là tout de suite après Sept-Îles en mots, le lancement des Journées de la culture, vraiment ça roule. Bon. Et là, le dévoilement justement des Journées de la culture, ça fait maintenant 20 ans. Je pense qu'on a toujours organisé des choses ici à Sept-Îles, hein? Si ça fait pas 20 ans qu'on organise des choses, ça fait presque 20 ans, là, parce que vraiment depuis les tout débuts, là, les gens se sont impliqués dans le mouvement. Et on peut, avant de parler de la programmation, rappeler un peu l'idée derrière tout ça, c'est que la culture se rapproche des citoyens. Hein? On va pas tout le temps à la salle ou au musée. Là, c'est comme des journées pour un peu rendre ça plus accessible. C'est un peu ça le but. Oui, en fait, les Journées de la culture, c'est un mouvement national. C'est partout au Québec, c'est les mêmes dates partout. Puis c'est de rendre la culture accessible à tous. Donc, c'est de proposer des activités qui sont gratuites pour tous.
et de les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est pour ça que dans cette fin de semaine-là, il y a un concentré d'activités parce que tout le monde, ça fait aussi découvrir des choses qui se font ici. On est en période de recrutement dans toutes les organisations. Ça peut aussi inciter des gens à s'impliquer dans les différentes organisations. Souvent, faut se déplacer pour aller dans les lieux culturels et les journées de la culture. C'est les événements ou les activités culturelles qui se rendent pratiquement aux gens. Oui, il y a des activités qui sont faites dans des lieux qui sont différents de l'habitude aussi. Là, c'est le fun. C'est vraiment pour faire découvrir les choses. Je pense à la chorale là, qui va aller au centre d'achat. Ah, cool. Donc, les gens vont pouvoir assister à une représentation du Cœur en sol aux Galeries Montagnaises. Donc, ça va amener... Paquette nous avait dit ça que l'année passée, il y a personne qui avait été voir dans un petit local au centre social. Ça fait que là, ils ont décidé de se rapprocher des gens. Il dit sûrement qu'il va y avoir des gens là. Dans le passé, il y a déjà eu des activités avec, je pense que c'est Christine Lebel qui avait fait une activité au Tim Hortons. Tu sais, c'est d'aller où il y a des gens, là, aller faire nos activités où ça se passe. Puis je pense que cette année, là, il y a vraiment une belle programmation pour ça. Et dis-moi, comment ça s'organise, hein? Parce que là, on offre quand même une 20aine d'activités gratuites en 3 jours. C'est quand même assez impressionnant. Ce sont les artistes, quoi. On invite les gens, mais on peut pas obliger personne, hein? Bon, on peut pas, c'est sûr qu'on peut pas obliger les gens. En fait, depuis le printemps, il y a eu des appels qui ont été faits, là, aux différents organismes pour leur demander, en fait, aux Journées de la culture, si on veut être dans l'impression des journaux nationaux, faut s'inscrire avant le 30 juin. Mais on sait c'est quoi les réalités en région. À la fin juin, tous les organismes ont fini leur activité. C'est pour ça que la ville de Sept-Îles avait décidé, on va en faire une programmation qui est propre à Sept-Îles. Donc, on prend un peu le mandat de diffuser toutes les belles activités qui pourraient se faire. Donc, déjà, dès le mois, au printemps, on avait fait un appel de projet, puis déjà au mois d'août, on a refait le tour de tout le monde pour savoir, faites-vous des activités pendant les journées de la culture? Qu'est-ce que vous faites? Puis nous, on s'occupe de faire la publicité pour ça. Là, on est le 15 septembre aujourd'hui. Là, c'est la fin de semaine du 30. Là, c'est pas en fin de semaine qui s'en vient, c'est l'autre. On sait pas s'il va faire beau, mais il y a des choses plein air, puis il y a des choses à l'intérieur aussi, hein? Oui, ben c'est toujours la dernière fin de semaine de septembre. Là, cette année, c'est 30 septembre, 1er, 2 octobre. C'est toujours vraiment la dernière fin de semaine qui touche le mois de septembre. Puis, on va voir la température là, rendue à ce moment-là. Mais je pense qu'on va pouvoir s'adapter. Il y a des activités qui sont mentionnées en cas de pluie remis au lendemain. Ça fait que je pense que les gens vont s'adapter. L'an passé, il y a des gens qui avaient découvert le jardin communautaire au Parc Ferland, là, le jardin Ruisseau-Bois-Joli dans le cadre des Journées de la culture, je pense. Oui, puis cette année, il y a vraiment plusieurs activités qui sont proposées. Il faut dire que le thème de cette année au national, c'est la musique. Puis vraiment, du côté de Jardin communautaire Ruisseau-Bois-Joli, ils se sont amusés avec ça. Ils ont créé des murs musicaux. On va pouvoir aller se promener dans le jardin puis essayer sur différents murs d'instruments qui ont utilisé toutes sortes d'objets qui peuvent faire de la musique. Donc, on va pouvoir s'essayer de devenir compositeur là, le temps d'un après-midi dans le jardin. Ils ont toujours des comment je pourrais dire, des organisations. Dès qu'on passe à côté de là, sur les clôtures, des choses de fait quand on se promène, on regarde les fleurs, mais il y a toujours des sculptures, des choses d'organiser. Le Ruisseau Bois-Joli est vraiment un lieu de culture, autant jardin que art en effervescence. La culture, c'est de la culture, qu'on parle de fleurs ou qu'on parle d'activités vraiment là. Et puis du côté du jardin communautaire, ils sont vraiment très créatifs. Puis ils mettent aussi les enfants de l'école à contribution, qui vont donner un coup de main aussi. Tout ça, c'est bien le fun. On a une belle participation de la bibliothèque Louis-Ange Santerre également. Là, il va y avoir du cinéma. Le thème de la musique va être présent aussi. Et mon ami Estuardo, DJ Estu, qui sera là à la bibliothèque pour les Journées de la culture, pour les jeunes, entre autres. Oui, en fait, les adolescents qui vont avoir une belle activité de mixage avec DJ Estu. 2 ateliers, il faut s'inscrire. Là, on communique avec la bibliothèque pour s'inscrire. C'est pour les 13 à 17 ans. Mais 2 ateliers là pour apprendre tous les rudiments là du mixage. Les tables tournantes. Les tables tournantes et tout ça. Donc, le vendredi soir à la bibliothèque et le samedi soir à la maison. Ça se déplace du côté de la maison des jeunes. Il y a le ciné-club le samedi aussi, 1er octobre. C'est le début de la saison pour le ciné-club? En fait, il y a le ciné-club de l'ONF qui se passe du côté de la bibliothèque. Puis, il y a une soirée kino avec une projection de Ciné-7 au musée aussi ce soir-là. Ah bon? Fait que la bibliothèque fait ça là à chaque mois, un ciné-club de l'ONF. Donc présente une série de films là tirés de l'ONF, puis pour les Journées de la culture, ça va être sous le thème de la musique. OK, parce que moi je me souviens que c'est toi qui s'occupais de la programmation du ciné-club à la salle il y a quelques années, mais ça c'était avec la corporation de notre festival, hein?
Ben en fait, c'est deux choses. Il y a le festival Ciné7 qui fait une programmation, puis il y a le Ciné-Club de la salle Jean-Marc Dion qui fait une programmation aussi, qui collaborent souvent ensemble pour certains projets. Mais vraiment, ce qui est proposé du côté de la salle Jean-Marc Dion cette année, c'est un karaoké le dimanche soir. C'est pas une projection de ciné-club. Le ciné-club fait pas d'activité pour les journées de la culture, mais par contre, on va pouvoir ça aller... peut être le fun. C'est un karaoké carrément sur la scène. Oui. Là. Oh, fait qu'on peut vraiment se prendre pour un artiste de grand renom. Là. Éric Lapointe qui était là hier, là, on peut se prendre pour Éric Lapointe. Très Absolument. bon show, Éric Lapointe. Wow, c'est en passant, très bon show d'Éric Lapointe hier. Mais c'est ça. Il y a aussi, je pense qu'on touche à tous les volets de la culture. Hein. On a parlé de la bibliothèque. Il va y avoir des choses plus axées sur la littérature aussi. Oui, ben il y a plein. Un brunch. Il y a beaucoup de choses qui se font. En fait, il y a un brunch musical qui se passe dans le salon des périodiques à la bibliothèque. Donc samedi matin, je crois, dimanche matin, si vous voulez aller déjeuner, lire. Souvent, on va attendre à la bibliothèque nos tout petits qui ont d'autres activités aussi. Ça fait que ça sera le temps de profiter là de la musique, de l'arc-en-son qui se passe de ce côté-là. Puis, il y a des ateliers en art visuel aussi. Il y a le cégep de Sept-Îles. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'activité pendant les journées de la culture en art visuel. Là, vraiment, on va pouvoir s'essayer à la sérigraphie. Donc, 2 activités, 2 ateliers de sérigraphie qui se passent du côté du cégep. Oh, super intéressant. C'est beaucoup 20 activités gratuites. Là, je sais pas si on les a toutes nommées. On peut peut-être pas toutes les nommer dans une entrevue radio. Sur une page la programmation, elle est sur le site internet, quoi, ville.7-il.qc.ca. On fouille un petit peu, puis on va trouver dans programmation de journée de la culture. Événements et festivals dans art et culture, vous avez les journées de la culture. Il y a des affiches qui ont été disposées à quelques endroits. La programmation papier va être disponible la semaine prochaine. Puis là, on fait des rappels. Chacun des organismes aussi s'occupe de la publicité de son activité. Donc, surveillez les pages Facebook là, de tous vos organismes et vous allez avoir toute l'information. La programmation complète, parce que quand on va sur le site direct là, des journées de la culture du gouvernement du Québec, il manque une partie des informations, je pense, pour cette île. Il y a quand même 3000 activités dans 350 municipalités partout au Québec. J'ai l'impression qu'on est une des municipalités dynamiques dans le cadre des journées de la culture à cette île. Ben, on est très dynamique si on regarde au prorata, qu'est-ce qu'on a comme population et le nombre d'activités qu'on offre, là, effectivement, on est une ville très dynamique. Bon. Et on peut profiter de ton passage pour parler aussi du 5e appel de projet. Là, les gens ont jusqu'au 3 octobre. Le Fonds de développement culturel, on va rappeler ce que c'est. Ça existe depuis plusieurs années quand même. C'est une entente conjointe entre la Ville de Sept-Îles, le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec et Aluminerie Alouette qui permet de réaliser plein de projets d'art ici. Oui, en fait, c'est une enveloppe globale de 50 000 $ sur 3 ans. Présentement, on est dans le dernier droit de cette entente-là qui était 2013-2016. Il y en aura une autre à venir. C'est la 3e, là, c'était le 3e renouvellement de l'entente. Ça fait 9 ans qu'on a ça, le Fonds de développement, à peu près. À peu près. On va fêter le 10e anniversaire l'an prochain. Je crois que oui. Je pense pas m'être trompée. Puis on invite les gens, en tout cas, vous avez en fait, c'est ouvert aux initiatives artistiques et culturelles pour la ville de Sept-Îles. Donc, les artistes en voie de professionnalisation, les organismes culturels, les écoles peuvent déposer des projets. Ce sont des projets innovants, des projets qui se démarquent par leur originalité. Ce n'est pas une bourse qui sert au fonctionnement d'un organisme. Donc, si vous faites toujours cette activité-là à chaque année, c'est pas un projet qui va financer une activité qui est déjà la routine pour votre organisme. Par contre, un nouveau projet ou un projet spécial entre tout à fait dans le cadre de cette entente. On veut diversifier la culture. Oui, on veut donner un coup de main aussi à pouvoir en faire plus. Ah, génial. Et puis on peut donner jusqu'à 5 000 $ par projet sur 3 ans. C'est quand même des initiatives qui se feraient pas si on n'aurait pas l'entente culturelle à cette île, je pense. En fait, c'est pas sur 3 ans, c'est 5 000 $ par projet qui seront présentés. Là, en fait, on a jusqu'au 3 octobre pour présenter un projet. Celui-ci pourra être subventionné jusqu'à hauteur de 5 000 $. Il y a des pourcentages là à respecter si on est un organisme culturel, un OBNL ou si on est un établissement d'enseignement. Peut aller de 50% à 80% du projet qui sera financé via l'enveloppe. Sur 3 ans, c'est l'enveloppe globale de 50 000. Là. Vous avez 50 000 $ sur 3 ans pour réaliser des projets. Mais exactement. C'est vrai que je pense que c'était unique ça quand on l'a créé. Là, Madame Lorraine Dubuc-Johnson, notre ministre de la Culture à la ville de Sept-Îles, en était très très fière et pour cause. Hein, on est les premiers à avoir pensé à ça. C'est l'implication du secteur privé qui est rare dans le domaine de la culture.
Il y avait des ententes culturelles dans d'autres parties du Québec. Des villes et le gouvernement, mais avec un partenaire privé. C'est la première ville au Québec qui a eu ça, et c'est cette île avec la luminerie Alouette. Est-ce qu'on a des exemples? On en a plein d'exemples, hein? Plein de choses qui sont faites à cette île grâce ou qui ont eu le soutien de l'entente culturelle. Cette île en mots dernièrement, l'écran de glace du Festival du film. La belle murale de Camille. De Camille Côté-Chêne. Exactement. Les transmetteurs culturels qu'il y a déjà eu à la salle de spectacle avaient été mis sur pied avec l'aide de l'entente. Il y a vraiment beaucoup de projets qui ont profité de ça. Christine Lebel, qui le printemps passé a fait son projet S'aimer, semer des sourires avec ses biscuits. C'était un projet aussi qui faisait partie du Fonds de développement culturel. Bon, ben voilà, jusqu'au 3 octobre. Sinon, ben si on a d'autres questions sur la culture, t'es rendu agente culturelle à la ville. Est-ce que t'aimes ça plus que tourisme cette île ou? Ben, c'est une question piège. C'est ça. Elle peut pas répondre, la fille. En fait, la culture, c'est vraiment mon domaine, c'est mon champ d'études aussi. Ça fait que j'étais pas malheureuse à tourisme cette île et je me cherchais pas de travail, mais c'est une belle opportunité là, qui était puis on se le cachera pas là, des jobs comme ça à cette île, il y en a une par 20 ans. Ça fait que ça valait la peine de tenter la chance. Puis ben je suis là. Fait que oui, je suis bien contente. Puis parce que l'agence culturelle à la ville, elle coordonne un petit peu là tout ce qui se passe, les journées de la culture, l'entente culturelle, et plein d'autres dossiers aussi. Plein d'autres dossiers. Puis je suis là aussi pour prêter main forte et aider et orienter différents organismes qui pourraient avoir besoin d'aide là, dans des projets particuliers. Donc n'hésitez pas à contacter avec moi. Ouais, comment on te rejoint? Téléphone, courriel, vous allez avoir sur le site internet de la ville, vous allez être capable là, de retracer de te trouver facilement. Le département des loisirs et de la culture. C'est ça, la culture, ça fait partie des services des loisirs et des sports à la ville de cette île. Il y a la page Facebook Fièrement culturelle aussi qui est assez active. Vous pouvez envoyer des messages directement via Facebook et ça sera pas long que je vais être capable d'entrer en contact avec vous. Eh bien, Pascal Malenfant, agente culturelle à la ville de cette île, un gros merci pour ton passage en direct à Côte-Nord Attitude. Merci à vous. Dans quelques instants, on parle d'une nouvelle institut de karaté Shotokan à cette île. Alain Méthode et Marco Coulombe seront avec nous. Attitude. Voici l'éco-capsule de la MRC de Cette-Rivière. Avez-vous des produits dangereux qui encombrent votre garage ou votre sous-sol? Planifiez le dépôt de ces matières cette semaine à l'éco-centre Le Phare de Port-Cartier ou à l'éco-centre de Sept-Îles. Les peintures, fluorescents, huiles usées, piles, ampoules fluo compactes et même le maquillage ne doivent pas être jetés à la poubelle. À la maison, assurez-vous de laisser un contenant sécuritaire dans un endroit sûr pour entreposer vos matières entre vos visites au site de dépôt afin de protéger votre famille et l'environnement. Pour en savoir plus, consultez le site de l'Éco-Patrouille au www.ecopatrouille.org. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. Viens-tu danser un beau grand slow? On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va parler de karaté dans les prochaines minutes. On a deux bons combattants en studio avec nous, là. C'est qu'il y a une quatrième association au niveau du karaté qui voit le jour à cette île. Celle-ci va donner accès là, pour les jeunes qui vont s'inscrire aux compétitions des Jeux du Québec, entre autres. Ça va s'appeler l'Institut de karaté Shotokan de cette île. Marco Coulombe et Alain Méthode sont avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour, monsieur. Deux sensei, c'est comme ça qu'on appelle les instructeurs en karaté. Donc, bienvenue à Côte-Nord Attitude. Quatrième, comme Jean disait, institut de karaté à Sept-Îles. Est-ce que c'est trop 4? Pas nécessairement si on offre des produits différents. Okay. Puis, c'est vraiment le but de notre institut, c'est d'offrir quelque chose de nouveau. Alors, notre institut, ça va être un institut qui va offrir 3 volets distincts d'activités. Premièrement, on va avoir des cours d'initiation au karaté qui vont être pour les tout-petits de 5 ans et plus, qui vont être donnés directement dans les écoles primaires. Puis le but de cette activité-là va être de développer des aptitudes de karaté en s'amusant.
OK? Fait que on s'attend pas à ce que ces enfants-là progressent rapidement, mais on veut qu'ils s'amusent pour que quand ils seront plus vieux, vont pouvoir tomber dans notre prochain volet qui va être aussi le volet compétitif. Okay. Fait que on aimerait éventuellement développer des jeunes athlètes qui pourront même un jour même accéder peut-être aux Olympiques. Parce qu'on a annoncé là en 2020, c'est la première année que le karaté fera son entrée comme discipline officielle. Effectivement. Puis notre troisième volet qui a toujours été très important à cette île, le volet de karaté traditionnel qui est pratiqué dans tous les dojos. Nous, on veut garder ça parce que c'est vraiment important pour que les gens puissent se développer personnellement. Puis notre vision des choses, c'est que les jeunes vont apprendre à faire du karaté, vont pouvoir développer une carrière compétitive et éventuellement revenir au karaté traditionnel. Pourquoi avoir quitté l'institut dans lequel vous étiez déjà pour fonder un nouvel institut? Ben, il y a deux raisons. Je vais laisser Alain vous en parler de la première raison. Oui. Ben, bien entendu, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un organisme à but non lucratif. OK. Et puis, c'est très intéressant parce que tous les profits qu'on va créer avec la retombée des inscriptions va tout être réinvesti dans le club pour les jeunes, pour les compétitions, pour ce que soit le matériel ou les choses qui vont appartenir au club. Donc, c'était vraiment la raison, l'OSBL est important dans la mission, là. Oui, c'était une des raisons. L'autre raison, c'est que j'avais apporté l'idée à mon instructeur à l'époque de développer une association avec Karaté Québec et la WKF. Ce qui n'était pas le cas? Ce qui n'était pas le cas. Okay. On est le seul club à cette île qui est reconnu par Karaté Québec, qui est reconnu par le gouvernement du Québec comme la seule institut de karaté. Mais les autres ont aussi le fédération, puis le compétition d'envergure là quand même. Oui, Claude, il a même été entraîneur de l'équipe Québec, je sais pas trop quel. Effectivement, mais on a 4 associations de karaté à cette île, mais 4 organisations différentes, organisations provinciales et mondiales. Et puis ça c'est à part Karaté Québec. Mais c'est souhaitable d'avoir 4 associations, ça mélange pas trop les gens. Il me semble qu'on serait capable de s'asseoir ensemble puis de s'entendre, non? Ben ça serait un peu notre vision. Comme on l'a fait au judo, il y a déjà eu 2 organisations en judo, puis ça est comme devenu plus fort à cette île, le judo, quand il y en a eu qu'une. Karaté Québec, c'est un regroupement de différents styles de karaté. Alors, ce que Karaté Québec prône, c'est surtout un regroupement. Fait qu'en plus de, comme ici à cette île, c'est 4 groupes de karaté Shotokan. Dans Karaté Québec, il y a aussi d'autres styles comme Shito Ryu, Goju Ryu, qui se rejoignent pour pratiquer la même chose. Donc ça, on commence à tomber dans... Ça pourrait arriver que ça se fusionne à cette île un jour, peut-être. Ben, nous, on est ouvert à inviter n'importe qui veut s'entraîner avec nous, dans notre dojo. Quel est le son? Parce que là, vous venez de parler qu'il y a différents styles. Bon, les gens qui entendent ça puis qui ils ont des petits bouts là qui ont toujours pas choisi un sport, qui diraient le karaté ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que le Shotokan a de particulier? C'est quoi les spécificités de Shotokan? En fait, les différents styles de karaté sont basés sur les différents styles de position. Il y a des styles de karaté où les positions sont plus hautes, d'autres sont plus basses. C'est toutes des bons arts martiaux. C'est juste que c'est des styles différents. OK. Non, un peu comme moi je suis plus un boxeur, donc il y a différents styles de boxe. Il n'y a pas de nom nécessairement, mais on comprend un peu par les différentes positions. Mais t'as fait du judo aussi. Oui, j'ai fait les arts martiaux en général, on peut dire, pour île, les jeunes, entre autres, là, pour la discipline, pour faire des meilleures personnes. Hein? C'est aussi ça, le sport. Ça forme des meilleures personnes. C'est vraiment le but de tous les arts martiaux. Alors, le judo, le taekwondo, le karaté, c'est toutes des choses qui sont très positives pour les jeunes puis qu'on encourage. C'est même recommandé à ceux qui ont une attitude souvent, là, rebelle, rocker, là, on se ramasse au karaté puis on reprend, non? Je pense qu'il faut commencer ça très tôt. Je pense que c'est bien de commencer. Vous dites 5 ans, là, vous commencez à 5 ans. Je pense que on voit, là, les jeunes qu'on est capable de commencer. Et quand ils rentrent dans une philosophie, peu importe l'art martial, quand on rentre dans une philosophie de discipline, de respect, je pense que ça aide beaucoup pour l'évolution des jeunes. Hein? Puis en fait, c'est ça le but de notre groupe d'initiation au karaté, c'est qu'on veut semer une graine, puis montrer aux jeunes un encadrement, une discipline auquel ils vont avoir développé un intérêt très jeune, et puis après leur carrière de compétiteur puisse revenir. Vous parlez de compétition, volet compétition, vous croyez qu'on a un potentiel olympique peut-être à cette île? Est-ce que on peut dire que de ce qu'on voit des athlètes, ce qu'ils font en compétition, est-ce qu'on pourrait un jour, peut-être pas en 2020, mais un jour voir un athlète olympien? C'est ce qu'on aimerait bien voir. Puis, si on regarde historiquement, ici à cette île, on développe de très grands athlètes dans plusieurs disciplines. Ouais, en judo notamment, c'est un art martial. Puis maintenant, on aimerait en avoir un qui pourrait peut-être se rendre aux Olympiques, qui serait natif de cette île. Faut juste y croire. Et mettre les efforts là, dans un volet compétitif, donner les ressources nécessaires, parce que l'athlète peut avoir un certain talent, mais faut qu'il y ait les ressources
qui l'entourent. Effectivement, puis moi, avoir eu l'occasion de faire beaucoup de compétitions, c'était mon désir avec la retraite cette année que j'ai pris de la compétition, de pouvoir transmettre mon expérience chez les jeunes. Vos athlètes vont être contents de cette décision, j'imagine. Vous avez parlé de 3 lieux, donc 2 écoles et le centre socio-récréatif. Ça sera pas compliqué de gérer 3 lieux plutôt qu'un seul lieu pour avoir toutes nos activités? Ben, c'est sûr que en ayant parti ça cette année, tout s'est passé quand même très rapidement. Okay. Avec la ville de Sept-Îles, la disponibilité des locaux était pas tout à fait exactement ce qu'on aurait aimé. Donc, en allant dans les écoles, ça nous a donné une ouverture d'heures et puis en même temps, c'est sûr que ce qu'on veut aussi, c'est d'aller chercher les jeunes directement à l'école. Okay. Donc, les jeunes vont partir directement de la garderie, ils vont venir au cours de karaté. Pour les parents, c'est très, très intéressant. Pas besoin de venir porter et chercher les enfants avant le cours. Souvent aussi plus près de leur domicile. Dans les écoles, vous avez 2 écoles. L'école Gamache. Oui, c'est ça, et l'école Bois-Joli aussi. Donc, c'est 2 lieux assez centrales là, pour ici là au Parc Ferland et en ville ici. On prend les adultes aussi là au club. Là. Oui, on prend les adultes, mais seulement au centre socio-récréatif. Les écoles, c'est seulement pour les jeunes. Donc, le karaté traditionnel se fera au centre socio et le compétitif, j'imagine, aussi au centre socio. Oui. Vous mentionnez que la ville de Sept-Îles est un partenaire important. Vous faites partie, vous êtes membre et partenaire avec la ville de Sept-Îles. Est-ce que ça veut dire que l'argent là, qui est redistribué via Omnisport, vous allez recevoir certains montants? Oui, c'est en plein ça. À la ville, il y a 18 organismes qui est à but non lucratif, donc on va faire partie du lot des organismes qui vont recevoir. Donc, dans la grande liste des organismes qui reçoivent les dons là, qui sont récoltés via Omnisport, voilà. L'Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles sera maintenant partenaire avec la ville de Sept-Îles et Omnisport. Une manière rapide d'avoir de l'information ou de vous rejoindre? Vous pouvez nous rejoindre sur notre site Facebook Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles ou bien au numéro de téléphone 962-8138. Ou le 968-0984. Et voilà 2 numéros de téléphone et une page Facebook Shotokan, SHOTOKAN. Non, vite dit là, des fois c'est pas évident. Monsieur Coulombe et Monsieur Méthode, merci beaucoup d'être venu ce midi. On va lui souhaiter une longue vie à votre nouveau club de karaté. Puis on en veut des athlètes aux Jeux du Québec puis aux Olympiques éventuellement de cette île. Merci beaucoup. Merci. Et Tommy, c'est déjà le temps de conclure une autre semaine de fini. Ben oui, il n'y a pas d'émission le vendredi, c'est musical avec Daniel Potvin. La semaine prochaine, on a plusieurs sujets. On va parler entre autres du centre de formation professionnelle AW Gagné lundi à Côte-Nord Attitude. On surveille demain aussi la compétition de Charles Paquette qui est au championnat du monde de triathlon. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À lundi, Tommy. Bye!